Bonsoir. Donc, vous êtes virologue à l'hôpital Avicenne de Bobigny et vous êtes invité ici parce que vous êtes président et cofondateur de CM 98, comité de la marche du 23 mai 98, qui était une date qui fait référence dans la reconnaissance de l'histoire de l'esclavage, puisque vous étiez aussi un des initiateurs de cette marche et qu'il y avait eu 40 000 personnes qui avaient participé. Et donc, on voulait vous faire raconter le travail assez impressionnant que vous avez fait au sein de CM 98 en termes de généalogie, puisque vous avez pour les populations qui étaient dans les anciennes colonies de cette époque, qui sont aujourd'hui les territoires d'outre-mer, donc la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion, la généalogie s'arrêtait au moment où les ancêtres montaient sur le bateau et on n'avait plus leur nom d'origine et où ils étaient ensuite rebaptisés quand ils arrivaient sur les plantations par leur maître de prénom ou de surnom ou autre. Et donc vous retracez, essayez de redonner un peu d'histoire aux descendants d'esclaves. Donc racontez-nous comment vous avez retrouvé tout ça. Mais écoutez, c'est un plaisir de vous raconter cela, parce que c'est quand même 25 ans d'histoire de ma vie, de notre vie. Il faut dire que c'est extrêmement lié à la marche du 23 mai. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le 23 mai 1998, c'est une réflexion qui aboutit à proposer cette marche, une marche silencieuse, pour penser à nos parents qui ont vécu le martyre de la traite et de l'esclavage colonial. C'est cette réponse-là que nous apportons à M. Jospin, qui, en 1980, souvenez-vous, voulait commémorer les 150 ans de l'abolition de l'esclavage. Qui était Premier ministre alors. Qui était Premier ministre à l'époque. Et le mot d'ordre qui avait été proposé, c'était « tous nés en 1848 ». Alors là, pour nous, c'était casus belli. Dans la mesure où nous avions créé un petit groupe dès 1994, nous étions 7, des amis qui sont encore là, et nous avions mené une réflexion profonde sur qu'est-ce qu'étaient que nos sociétés. Ça, on voulait comprendre parce que la question identitaire, mais qui vous êtes? Esclaves, vous êtes des Français, vous êtes des Caribéens, vous êtes des Africains, qui vous êtes? Et nous, on s'est intéressé à tout ce qui avait été écrit sur nos sociétés pendant 4 années. Et quand arrive cette commémoration, et nous proposons cela parce que nous avons compris que l'essentiel, on a un ami africain qui nous disait, si tu veux savoir qui tu es, il faut savoir qui t'a cuit, dans quelle marmite tu as été cuit. Et la marmite, c'était l'esclavage. Donc, il était hors de question pour nous que l'on gomme cette histoire. Et du coup... Ou qu'on dise que vous étiez né en 1848, oui, date de la deuxième abolition. Mais par définition, en plus, me dire ça, moi qui suis tombé dedans quand j'étais petit, mon père, depuis que j'ai 4 ans, me raconte notre histoire familiale. Mon père a connu les 2 derniers fils de l'Africain déporté. Ils n'étaient pas esclaves, ils sont nés après l'abolition, mais il les a connus, c'est là qu'il allait en vacances. Et même la grand-mère de mon père, qui est née esclave, est enterrée dans le caveau familial. Donc pour moi, cette histoire-là, il ne faut pas me dire ça. C'est une histoire récente en plus, effectivement. Puisque... Bien sûr. Alors du coup, quand on fait cette marche, évidemment, tous les politiques nous ont dit, écoutez, venez, on m'a demandé de venir sur une liste pour les Européens à l'époque. Et nous avions dit, il est urgent de ne rien faire. Parce que nous avions recueilli ce jour-là 10 000 signatures, une pétition qui disait « Esclavage, crime contre l'humanité ». Donc le 23 mai 98, à mon sens... 3 ans avant la loi Taubira. C'est un Big Bang mémoriel. Et quand vous avez ce mouvement qu'on pensait qui était éteint, et il faut lier ça aussi à un deuxième élément, c'est que, et tout à l'heure M. Ndiaye parlait de migration, il faut savoir que si cette marche a pu prendre, c'est parce qu'il y a une communauté antillo-guyanaise réunionnaise qui s'est réinstallée dans la métropole. C'est vrai que l'esclavage, aux États-Unis, il est sur le même sol, les Blancs, les Noirs, les esclaves sont ensemble, alors que là, l'esclavage, c'est quelque chose de lointain, alors que là, quand les ressortissants des Outre-mer viennent ici, ils viennent avec leur culture, avec leurs envies, etc. Et ils commémoraient déjà l'abolition de l'esclavage. Quand j'étais étudiant, je me souviens très bien de ces commémorations. Et donc, quand nous faisons ça, et quand nous disons qu'il est urgent de comprendre ce qui s'est passé ce 23 mai 98, nous refusons toute compromission et nous disons non, nous allons rentrer dans une réflexion profonde, comprendre ce qui s'était passé. Et c'est là que nous créons
le comité marche du 23 mai 1998. Nous pensons qu'il faut sacraliser cette date parce que c'est celle-là, de toute façon, qui va faire prendre conscience à notre intelligentsia, à nos politiques, et qui va être à l'origine de toute cette nouvelle grammaire mémorielle. J'ai la faiblesse de le penser, qui va être à l'origine de toute cette grammaire mémorielle sur la question de l'esclavage. Et c'est pour ça que l'un des éléments qui est posé pour nous après, c'est nous avons marché pour eux, mais les connaissions-nous? Et la réponse était évidemment, à part moi, il y avait très peu qui les connaissaient. Et c'est comme ça que nous avons organisé beaucoup de réunions d'histoire, on s'est entouré d'historiens, on a étudié beaucoup, et c'est là qu'on a découvert une archive majeure, les registres des nouveaux livres. Alors expliquez-nous exactement, donc c'est en 1848, au moment de l'abolition. Après l'abolition, ce qu'on a compris, c'est que les esclaves n'avaient qu'un prénom, un surnom parfois. Alors parfois il y avait un numéro 1 ou 2, il y avait deux Joseph, Joseph 1, Joseph 2, Hilaire gros, Hilaire petit. Et en 1839, il y a un recensement qui se fait dans la colonie, on demande à tous les maîtres de donner une matricule à leurs esclaves. Donc en 1839, ils ont tous un matricule. Et qu'est-ce qui va se passer à l'abolition quand Victor Schœlcher va proposer que les esclaves soient des citoyens qui puissent voter à la Constitution qui allait avoir lieu après la Révolution française? Je laisse aux historiens le soin d'expliquer cette partie, je ne suis pas historien. Mais ce que j'ai compris, c'est que le 13 mars 1848, c'est ce qui se discute dans le groupe que Schœlcher a créé, la commission Schœlcher pour l'abolition, et c'est là qu'ils décident de nommer. Et ils prennent deux éléments importants. Ils disent de se baser sur les registres matricules, qui est lié au recensement, donc le prénom, le surnom et le numéro matricule de l'esclave. Et ils disent qu'il y a une loi qui existait déjà en 1836 pour nommer les affranchis, avant 1948, et qu'il fallait, seuls seront reçus les noms du calendrier grégorien et les noms de l'histoire ancienne. C'était la première règle. Et la deuxième règle, c'était pas de nom de famille existante, à moins que ces familles existantes soient toutes d'accord qu'on donne un nom à ces esclaves. Autrement dit, pas le nom des maîtres. Et donc, quand nous avons trouvé ce document, et comme tous les ans, tous les 23 mai, nous avions compris qu'il fallait honorer nos aïeux, et nous faisions des manifestations importantes, notamment le 23 mai 2001, et tous les 23 mai, on a honoré nos aïeux. Nous avons fait en 2004 une exposition. Alors, on a recueilli les noms de la ville du Moule. C'est une grande ville de la Guadeloupe. Il y avait plus de 6000 esclaves. Nous avons mis sur des panneaux, donc de sorte tout à fait artisanale, et nous avons exposé ces noms. Oui, parce que un 23 mai. Donc, vous avez retrouvé les registres des nouveaux livres. Voilà, des nouveaux livres, à la fois pour la Martinique et à la fois pour la Guadeloupe. Donc la Guadeloupe, c'était à Paris et la Martinique, c'était dans les archives départementales de Martinique. Et oui, c'était plus difficile pour la Martinique parce que là, on était obligé de demander à nos amis militants, quand vous rentrez en Martinique, dans vos vacances, il faut aller aux archives, faites les photocopies de tous les registres. Vous avez retrouvé tous ces noms, ce qui permet aujourd'hui aux Martiniquais et aux Guadeloupéens de taper. Vous avez un site qui s'appelle choucage.org. Voilà, donc qui vient de chou, qui est racine en créole et qui veut dire affiliation à son aïeul. Et donc il suffit soit via votre site de CM98, soit via ce site, de taper son nom de famille actuel et on retrouve son ancêtre esclave. Alors, qui a été... C'est un tout petit peu plus compliqué quand même. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on écrit son nom, si le nom est là, ça veut dire probablement que c'est ce nom-là que vous avez vous, mais c'est peut-être celui-là. Mais ce n'est pas si évident, puisqu'on pouvait avoir le même nom dans la même commune, à fortiori le même nom dans des communes différentes. Et on trouve les mêmes patronymes en Guadeloupe et en Martinique aussi. Il y a des Gordiens à la Martinique, par exemple. Donc l'important là, pour pouvoir faire cette recherche, c'est que nous avons fait un travail de généalogie spécifique. Nous nous estimons des experts dans le domaine, à savoir qu'il faut connaître la commune d'origine, il faut connaître... il y a des éléments à connaître, il faut demander à sa famille. Alors nous avons beaucoup insisté sur cet aspect des choses. Interrogez vos parents. Et interrogez-les par le biais des noms. Parce que si vous parlez d'esclavage, personne ne vous parlera. Personne ne vous parlera. Et il y a une chose que nous avons trouvée qui est extrêmement intéressante, c'est que les mêmes prénoms se retrouvent. Et du coup, ça nous permet aussi d'avoir donc des éléments. Alors du coup, on a fait cela. Et comme ça, on était capable. Et on a créé le groupe de généalogie. Je l'ai créé, c'est moi qui ai intéressé en 2004. Un groupe où l'objectif était que quand on a trouvé un nom, c'est de savoir si c'était effectivement notre parent. Et du coup, on a commencé la généalogie ascendante. Et c'est comme ça que plusieurs centaines de personnes ont fait ce travail-là. C'était pour une façon, le 23 mai,
Et Césaire disait, Aimé Césaire disait, nous habitons des ancêtres imaginaires. Eh bien non, nous les avions trouvés, nous. Et nous savions qui nous honorions. Et nous pouvions, pour certains, allumer une bougie, pour d'autres, faire un jeûne à la période du 23 mai, pour d'autres encore, faire des sculptures, on a des artistes, faire des poèmes. Et c'est comme ça qu'on a développé ce travail-là, et qui nous a permis, si vous voulez, de développer, et c'était notre objectif, une mémoire apaisée de cet esclavage. Il faut que vous sachiez que la mémoire de l'esclavage fait souffrir les descendants d'esclaves. Ce n'est pas facile à porter. Qu'est-ce que ça veut dire être né dans un crime contre l'humanité? Qu'est-ce que ça veut dire d'être acheté, d'être vendu? Qu'est-ce que ça veut dire que votre femme est enceinte, vous êtes noir foncé de peau tous les deux, et le petit qui sort, c'est un petit mulâtre? Vous faites quoi? Vous tuez l'enfant, vous tuez la femme, vous vous suicidez, vous tuez le maître, vous faites quoi? Et c'est ça la difficulté. Et je crois que dans ce travail mémoriel que nous faisons, nous sommes beaucoup battus, justement, pour que la mémoire des victimes de l'esclavage soit prise en compte. Ça, c'est un élément important, d'autant que c'est des Français, descendants d'esclaves, qui portent cette mémoire-là et qui disent à la France, mais voilà, c'est notre histoire commune, il faut qu'il y ait une date nationale, il faut que la nation honore ses victimes de l'esclavage, esclaves au nom de la France, par la France, pour la France. Et je crois que ça, c'est un élément extrêmement important dans la mémoire, et qui permet justement de créer, je pense, cette nouvelle fraternité. D'ailleurs, c'est un des mots du triptyque de la République qui, je trouve, n'est pas tout à fait opérant, notamment dans ce domaine. Et toujours dans ce travail mémoriel et de réconciliation avec votre histoire, vous avez organisé des centaines de groupes de parole au sein de votre association sur différents thèmes, la couleur de la peau, l'affiliation ou la non-affiliation en l'occurrence. Qu'est-ce qui est ressorti de tous ces groupes de travail qui ont... Alors là, c'est un chantier extrêmement spécifique. Vous savez, quand on a vu que toutes nos réunions sur l'histoire devenaient de véritables groupes de parole, heureusement que nous avions parmi nous une docteure en psychologie qui était là, qui a compris le phénomène, qui a encadré le phénomène, et nous avons pris la décision unanime au niveau d'un conseil d'administration de dissocier cette activité de l'activité classique du CM 98. Et du coup, notre psychologue en question, Madame Viviane Rollo-Mana, pour ne pas la citer, a créé carrément un collectif d'aide aux familles matrifocales. Et elle a rajouté maintenant, en plus, monoparentale et migrante. Donc ce groupe-là existe justement pour traiter de ces questions que nous avons comprises. En particulier, nous avons compris des choses très simples. Par exemple, les familles matrifocales. Quand nous avons la généalogie, on en parlait tout à l'heure, eh bien, dans 10% des cas, on trouve le père. Mm-hmm. Donc dans 90% des cas, on ne trouve pas de père. Et moi, je me souviens quand j'étais en classe, quand j'étais petit, toute ma scolarité élémentaire et le collège, il y avait à peu près que 30% des enfants qui avaient un père à la maison. Et là, c'est une question qui est posée. Et on a interrogé, on a réfléchi sur ça. Et encore une fois, il faut demander aux spécialistes plus calés que moi sur ça la question. Mais quand on voit l'article 12 du Code noir, les enfants appartiennent au maître de la mère, voulant que si la mère est affranchie, les enfants sont affranchis, mais que le père reste esclave. Et quand on vend la mère, on vend avec les enfants, et le père il reste là, on se dit que est-ce qu'il y a quelque chose à voir là-dedans? Et c'est pour ça que je crois que autour de cette question de l'esclavage, la prise en compte des victimes de l'esclavage colonial, donc des esclaves eux-mêmes, doit se traduire en termes de politique publique dans ces domaines-là aussi. Je crois que c'est vraiment une question importante que nous avons abordée. Et puis il y a toutes les questions de l'éducation, la violence dans l'éducation, etc. Et la question de la couleur de la peau, la couleur comme un maléfice, disait un auteur connu. Et nous avons effectivement que c'est complètement opérant, y compris en 2021. Y compris en 2000. Je suis trop noir, moi, pour être un médecin, par exemple. Mais oui, on dit, il est médecin. Ah bon, lui, il est médecin. Ah bon, c'est pas évident, mais il est trop noir pour ça. Donc cette racialisation, y compris dans notre sein. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre, c'est que cette histoire de l'esclavage, elle doit être éducatrice pour toute notre société. Je crois qu'on doit tous apprendre ça. Et c'est pour ça que je déplore justement que cette date du 23 mai, qui est pourtant nationale, n'a pas justement cette aura qu'elle devrait avoir, justement, de ce fait dont je viens de parler. Sur la bataille des dates mémorielles pour l'esclavage, oui, vous êtes donc pour le maintien de cette date du 23 mai et pas pour qu'on appuie sur celle du 10 mai, en fait. Non, pas du tout. Vous savez, dans le premier CPME dont parlait tout à l'heure Myriam Kotias, notre président d'alors, Serge Romana, était membre de ce CPE. Et à la première réunion, quand il était question de choisir une date pour commémorer l'esclavage en France,
Serge a fait la proposition suivante. Il a dit, je pense qu'il faut 2 dates pour commémorer l'esclavage. Dès cette époque-là, il l'a dit. Il a dit qu'il faut une date pour commémorer la Deuxième République qui abolit l'esclavage. Parce qu'à côté de revendications catégorielles, de revendications économiques, ils ont dit qu'il faut abolir l'esclavage. Et ça, c'est important en République. Mais deuxièmement, dans tout crime contre l'humanité, il faut une date pour honorer les victimes, justement pour dégager leurs descendants de la victimisation, pour permettre justement cette émancipation, ces citoyens torturés, comme j'aime à le dire, ils ont été torturés, qu'elles puissent devenir plus normales. Et c'est compliqué cette affaire. Et Serge avait dit ça dès la première réunion du CPE, et évidemment, personne ne l'a regardé, on a dit qu'est-ce qu'il raconte, voilà, on n'a même pas tenu compte de son propos. Hein. Et je pense qu'aujourd'hui, je crois que cette idée ne s'est toujours pas imposée. D'un crime contre l'humanité, c'est d'abord les victimes qu'il faut honorer. Oui, la République a fait un travail qu'il faut louer. Il faut dire aux jeunes, la République, c'est un système auquel vous devez vous intéresser. Alors, est-ce qu'il faut une 6e ou une 7e, je ne sais pas, mais les gens vont décider. Mais c'est un système qui doit vous concerner. Et de notre côté, notre pays a fait l'esclavage colonial. C'est notre récit. Et il y a beaucoup de ressortissants de ces pays qui sont aujourd'hui sur le sol national, qui vivent ici, qui vivent en Outre-mer, qui vivent ici. Nous sommes près de 500 000, 600 000. C'est des citoyens, il faut de la fraternité. Je disais tout à l'heure, dans le triptyque national, la fraternité ne me semble pas être la question au cœur. Et je pense que justement, en mettant en avant cette date, en lui donnant sa place de date nationale, ce qu'elle est, depuis la loi du 28 février 2017, exactement comme le 10 mai, au même moment de la question nationale, il est important pour moi justement qu'il y ait cet équilibre, puisque c'est 2 messages différents qui sont délivrés et qui sont essentiels à l'unité de la nation. D'accord. Aujourd'hui, donc 5 mai, quasiment en même temps que ce débat, Emmanuel Macron commémorait le bicentenaire de la mort de Napoléon. À la différence de beaucoup de ses prédécesseurs, ça a suscité pas mal de polémiques, mais surtout il y a eu des réactions très très vives aux Antilles, de la part d'hommes politiques, de femmes politiques, de la part de plein d'associations, etc. Ce qui montre effectivement que cette histoire, que l'histoire de l'esclavage, les 2 siècles d'esclavage en France est encore très très vive dans les pays où ça, enfin dans les territoires où elle a été pratiquée, c'est-à-dire aux Antilles, en Guyane et à la Réunion. Comment vous justement comment vous ressentez cette commémoration de Napoléon par Emmanuel Macron? Mais écoutez, on a un proverbe chez nous, avec pas ni raison devant poule. Je traduis en français. Les cafards n'ont pas raison devant la poule, parce que la poule va les bouffer. Alors évidemment, autrement dit, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Toute la question, c'est d'où on se place. Vous savez, nous, on avait fait en 2002 un colloque. Napoléon a-t-il commis un crime contre l'humanité? Quand M. Robert Hossein avait fait sa pièce au Palais des Sports, dans le 16e arrondissement, dans le 16e, je crois, je ne sais plus, le Palais des Sports, il avait fait c'était Napoléon. Nous avons fait ce jour-là une posture de dignité. On a mis un pied d'esclave avec une chaîne et nous étions 2 rangs avec notre t-shirt noir. Et il est venu nous voir, parler avec nous. On a discuté de ça avec lui. Et ce qu'on sait, c'est que nous, en Guadeloupe, il y a eu beaucoup de morts. Hein. Les historiens disent entre 6 000 personnes ont été tuées. Ça fait 6 à 10% de la population. Oui, parce qu'il faut que vous précisiez qu'en Guadeloupe, la Guadeloupe, après la première abolition de 1794, la Guadeloupe est la seule, à la différence de la Martinique, n'a pas connu l'esclavage jusqu'à son rétablissement en 1802 par Napoléon. Et Napoléon a envoyé des troupes sur place, avec une répression très violente. Et quand nous rentrons en Guadeloupe, nous allons à un lieu qu'on appelle le Mont Constantin. On y va tout le temps. C'est un lieu où les révoltés avaient été tués. Eh bien, on les pendait sur ces arbres-là au Mont Constantin jusqu'à putréfaction et le corps tombait par terre. Eh bien, nous, tous les ans, quand on rentre en Guadeloupe, on va sur ce Mont Constantin qui témoigne de la violence. Alors moi, je suis intéressé aussi par cette histoire parce qu'on sait qu'après, justement, ce massacre, il y a eu des déportations, il y a eu des tueries importantes. Après ce massacre, on sait qu'il y a une reprise importante de la traite négrière, de la traite officielle, de la traite clandestine. Eh bien, mes parents sont arrivés justement après ce moment-là. Le premier qu'on a nommé Gordien, il est arrivé après ce moment-là. Donc, cette histoire de Napoléon, eh bien, tout le monde sait où on se place. Comment est-ce qu'on le pose? J'ai entendu M. Macron, je l'ai écouté attentivement.
Écoutez, encore une fois, je souhaiterais que ce 23 mai, date nationale en hommage aux victimes, qu'il puisse aussi faire un discours pour dire justement que Napoléon a rétabli l'esclavage, il y a eu des victimes de l'esclavage colonial, on honore effectivement la mort de ce manifestement grand homme d'État de France, et bien il faut aussi que, aussi c'est des Français, qu'ils puissent honorer aussi la mort des victimes. Je pense que c'est important d'un point de vue politique et esthétique, je crois que s'il y a un équilibre, il faut qu'il y ait cet équilibre tout le temps, et je note que le 23 mai national depuis 2017, il n'a jamais été honoré ni par le Premier ministre ni par le Président. Ce n'est pas une question de frilosité, c'est vraiment une question de fond et de principe. Comment est-ce que, on montre effectivement que la République, elle est une, elle a deux dates nationales, il n'y a pas de raison de hiérarchiser. Comment se fait-il qu'après 20 ans qu'on dit que l'esclavage est contre l'humanité, je sois obligé de démissionner du comité de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage? Parce que je trouve que c'est pas comme ça qu'on devrait faire. Mais ça, vous me direz, c'est peut-être pas le sujet, mais ça l'est quand même parce que on parle de victimes de l'esclavage, on parle de conséquences, on parle du racisme anti-nègre qui gangrène notre société, on parle des banlieues, effectivement, où la République n'existe pas dans ces banlieues, mais si la République elle-même ne respecte pas ses propres principes, là aussi les banlieues diront, mais oui, mais regardez là-haut. Donc je crois qu'il y a toute une question qui est posée là, et que cette page d'histoire, la France a mal à cette page d'histoire, nous aussi d'ailleurs. Nous, les descendants d'esclaves. Donc, je crois que c'est ça le maître mot. Et je pense qu'il faut vraiment l'affronter, d'autant que maintenant, il y a une grosse recherche qui est faite en histoire qui est extrêmement intéressante. Et nous faisons un travail, par exemple, sur les victimes. Nous avons acheté avec nos propres deniers toutes les archives notariées de 1828 à 1848. Et nous avons encore engrangé toute une série d'éléments sur la vie de ces personnes. Je sais, par exemple, que mon aïeul du côté maternel, son prix a été déprécié parce qu'elle avait un ulcère de sa jambe droite, un bobo comme on dit chez nous, il est passé de 1800 francs de l'époque à 700 francs comme son fils qui venait de naître. Donc toutes ces questions-là, on les a, on les connaît, on les sait, et cette question-là, je crois qu'elle n'a pas encore eu la place qu'elle mérite. Et d'ailleurs, j'allais dire, y compris dans nos cœurs à nous, c'est pour ça que nous faisons ce travail important, et évidemment, ce 23 mai, nous allons honorer ces aïeux. Je vous remercie beaucoup, Emmanuel Gordien.